Aujourd'hui, nous allons présenter le livre écrit par Freddy Bastin qui s'appelle Le Trésor du Dauphin. Freddy est professeur d'histoire, il est consultant international et vit depuis de nombreuses années dans la région. Et je pense qu'il a toujours été inspiré par les faits qui se sont passés dans le Royan. Alors voilà, Freddy, quelles ont été tes principales sources d'inspiration pour écrire ce livre? Quand je suis venu habiter ici, dans la famille de ma compagne, qui est du Royan, du Dauphiné depuis longtemps, j'ai d'abord entendu beaucoup de légendes. On m'a dit cette maison est une ancienne église, il y a eu des moines, c'est une dépendance de l'abbaye du Val-Sainte-Marie. Tout ça m'a beaucoup intrigué. Puis ensuite, il y a eu des histoires, des légendes. J'ai mon beau-frère qui m'a dit qu'il y avait une légende de trésor qui traînait dans la région et qu'on avait déjà essayé de faire des investigations, qu'on avait failli le trouver, mais que ça ne s'était pas fait. Bon, bref, tout ça a excité un peu mon imagination et j'ai commencé à me documenter. J'ai commencé tout naturellement par un livre que ma belle-mère avait, qui était le Val-Sainte-Marie de l'abbé Morin, que j'ai trouvé fort intéressant. J'ai eu du mal à le lire parce que chronologiquement, ça ne se suit pas. Mais ça a quand même soulevé ma curiosité. Ensuite, j'ai lu d'autres livres sur la région qui sont les lettres historiques sur le Royan de l'abbé Vincent. Et puis celle de l'abbé Fillet qui a suivi le livre de l'abbé Vincent à la fin du 19e siècle. Tout ça m'a donné une base de réflexion. Et puis ensuite, je me suis dit, mais c'est quand même dommage qu'on n'ait pas, au lieu de lire des livres sur les documents de première main, c'est-à-dire les témoignages des gens de cette époque-là. Je me suis donc rendu aux archives à Valence et j'ai découvert avec beaucoup de plaisir les archives du monastère du Val-Sainte-Marie. Et mon premier moment d'émotion, ça a été, j'avais beaucoup entendu parler du prieur d'Agonau. L'abbé Morin en parlait beaucoup, le bouillant d'Agonau, le courageux d'Agonau. L'intrépide. L'intrépide, oui, et effectivement, ça avait l'air d'être un personnage haut en couleur. Et en feuilletant les manuscrits qui se trouvent au département, aux archives départementales, je tombe sur une lettre signée d'Agonau. Alors j'étais très ému, je me suis dit c'est extraordinaire, ce personnage du XVIe siècle, et bien voilà un document signé de sa main. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il fallait dépouiller tous ces documents. Première barrière, ils sont illisibles. Le français du XVIe siècle est non seulement différent en vocabulaire du français que nous utilisons, mais il ne s'écrit pas de la même façon. Donc il a fallu apprendre la paléographie, revenir à mes études de latin qui étaient déjà lointaines, et commencer à déchiffrer tous ces documents. J'ai heureusement été aidé par une diplômée de l'école des chartes de Paris, Tiffaine Gomi, qui m'a beaucoup aidé pour contrôler ce que j'écrivais, parce qu'on se trompe parfois quand on transcrit des documents. Et de là, l'idée de concevoir, d'abord d'écrire ce qui s'était passé. J'ai commencé par des articles historiques que j'ai publiés dans la revue d'archéologie de la Drôme, et puis dans le Petit Curieux, qui est l'ouvrage de l'association du patrimoine du Royan, et puis ensuite dans le bulletin du village de Bouvante. Et j'étais un peu déçu de voir que ça ne soulevait vraiment pratiquement que l'intérêt des historiens ou de quelques personnes qui s'intéressent au passé de la région. Les livres d'histoire sont souvent un peu austères à lire puisque on voit des faits qui sont reliés à une date et une succession de dates. Alors il fallait évidemment rendre ça un peu plus attrayant pour le lecteur. Oui. Alors tu as procédé d'une certaine manière? L'idée m'est venue à propos de cette anecdote authentique. Là, j'ai le document qui explique cette anecdote. En 1586, il y a eu un incident auquel a été mêlé le consul de Bouvante à l'époque, qui a risqué sa vie pour aller récupérer le bétail du village à la ville de Die. Et j'ai trouvé plusieurs documents qui parlaient de ce consul, à cette époque-là, qui s'appelait Antoine Vigne. Et je me suis dit, mais somme toute, ce personnage, en 1680, il aurait pu avoir, pour être nommé consul, 40 ou 50 ans. Donc, il était né un peu avant les grands événements de déclenchement des guerres de religion. Donc, il avait vécu l'expulsion des Chartreux, il avait vécu
les attaques du baron des Adrets. Et il a connu le chanoine, le prieur fort, il a dû connaître le prieur d'Agono. Il l'a connu puisqu'on dit dans certains documents il a eu maille à partie avec lui pour obtenir la restitution de ses frais. Et je me suis dit, ce personnage-là pourrait être le fil conducteur d'une histoire. De là, l'idée d'avoir écrit Le Trésor du Dauphin, qui était une espèce de biographie un peu romancée pour les chapitres que je ne connaissais pas, mais absolument exacte pour les faits historiques que je cite. Voilà. Alors Freddy, est-ce que nous avons encore à l'époque actuelle des traces de tous les événements que tu cites dans ton livre? Ah oui, il y en a beaucoup. Ici, à cet endroit-ci, il y en a beaucoup. Il y a d'abord toutes les traces de la fortification de ce bâtiment-ci, qui est l'ancienne église des Chartreux, qu'ils ont transformé en maison forte vers 1585. Ce bâtiment qui était à l'origine avec deux entrées, une entrée nord, une entrée sud, comme dans la plupart des églises, ils ont bouché ces deux entrées-là, dont les traces sont toujours visibles. Ils ont fait une entrée à l'ouest qui est une entrée fortifiée, beaucoup plus petite, facile à défendre, avec une virgule qui entre dans la maçonnerie pour bloquer la porte. Ils ont construit des fortifications tout autour de tous les bâtiments qui sont ici, et on en a toujours les traces, donc ça c'est encore visible. Ensuite, dans le monastère du Val-Sainte-Marie, on voit très clairement les trois types de construction. On voit la construction du XIIe siècle, puis on voit la reconstruction de la fin du XVIe, début du XVIIe, et tous les efforts successifs qui ont mené à reconstruire le Val-Sainte-Marie avec dans sa splendeur, si je pourrais dire, comme il était à l'époque de sa fondation. J'ai été frappé par le fait que la vie était extrêmement difficile dans toute cette époque, avec des gens en armes, des querelles. Est-ce que dans la vie actuelle du Royan, certaines choses sont restées vivantes? Je pense que oui. Ce n'est pas facile à identifier, bien sûr. Mais qu'est-ce qui était marquant dans la vie de l'époque? Bien, d'abord une certaine rigueur par rapport à la morale et par rapport à la vie. Je crois que ce sont des choses qui sont toujours bien présentes et que j'entends chez les anciens dans le Royan. Il y a une façon sérieuse de considérer la vie. Je dirais presque que le protestantisme a laissé des traces de ce côté-là. J'en vois souvent dans l'attitude de ma belle famille. Ils sont catholiques, mais ils ont des attitudes qui me font penser au rigorisme et au sérieux qu'on trouve dans le protestantisme. Ensuite, le souci de ne pas gaspiller. Ça, c'est quelque chose qui est très net et que je pense qu'on peut peut-être relier aux périodes de disette qu'on a connues dans cette époque-là. Parce que les gens, s'ils connaissaient des périodes de bombance à certains moments, et j'en parle dans le livre, quand ils faisaient des bonnes récoltes et quand tout allait bien, la plupart du temps, ils se serraient la ceinture. Ils ne mangeaient pas bien, ils mangeaient surtout du pain. Ils vivaient avec la menace perpétuelle d'un redémarrage des guerres et des incursions et des pillages, sans avoir de signes avant-coureurs, parce qu'ils n'avaient pas Internet, ni la télévision à l'époque, donc ils devaient se sentir dans l'insécurité tout le temps. Nous sommes là à la fin du XVIe siècle. Est-ce que tu envisages d'avoir une suite ou d'autres ouvrages qui peuvent continuer à suivre un peu cette aventure? L'idée que j'avais au départ, c'était de raconter l'histoire du monastère du Val-Sainte-Marie, auquel je n'ai pas renoncé, mais ce sera un travail historique différent, avec toute la rigueur que ça impose. Sur le plan romanesque, finalement, ce qui a succédé à ce livre, pendant 60 ou 70 ans, a été relativement, non pas atone, mais classique. C'est-à-dire que ça a été le retour, après l'édit de Nantes, à une certaine prospérité dans la région. Il n'y a plus eu de guerre, enfin tout était beaucoup plus calme. Sauf 1685, révocation de l'édit de Nantes, qui a été un coup de tonnerre, non pas pour Bouvante, parce que Bouvante a été à l'écart, Bouvante était resté catholique, mais pour Pont-en-Royan et pour Saint-Nazaire-en-Royan, qui étaient fortement protestants. Surtout Pont-en-Royan, qui s'était enrichi, qui avait une bourgeoisie lainière très importante, avec une grande quantité de métiers, et la plupart des marchands et de l'administration de la ville étaient protestants. Et ils ont été expulsés
après 1685. Alors là, il y a une autre phase romanesque entre guillemets, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit nécessairement un sujet de roman. C'est plutôt triste ce qui s'est passé. L'exode des gens à cette époque-là peut constituer le second chapitre, le second roman auquel je suis en train de travailler pour l'instant. Oui, parce que beaucoup de protestants ont quitté la France à ce moment-là. Oui. Eh bien voilà, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter. Moi, j'ai lu ce livre en me disant, tiens, de quoi va-t-on parler? Puisque je viens depuis longtemps dans la région, j'ai entendu parler du Val-Sainte-Marie, et j'ai été très surpris de voir que c'était vraiment un livre qui se lisait comme une aventure, et je vous invite vivement à le parcourir. Merci. Merci.